le monde souterrain conserve les témoignages de nos lointains ancêtres. De nombreuses grottes portent sur leurs parois la trace des hommes préhistoriques et révèlent leur expression artistique. Plus de 30 000 ans avant l'essor de la bande dessinée, l'humanité se raconte déjà à travers une succession de dessins. Ne maîtrisant pas encore l'écriture, l'homme exprime par son graphisme ce qu'il vit et ce qu'il voit. Parmi les nombreux animaux dépeints, le cheval tient une place essentielle. C'est la figure animale la plus courante de cet art qui préfigure la narration imagée. Prêter aux animaux une apparence ou un comportement humain est l'une des ressources traditionnelles de la bande dessinée, héritière en cela de la littérature enfantine et de la fable. Le bestiaire de la bande dessinée est innombrable et vole de temps à autre la vedette à de célèbres personnages. Du polar au merveilleux, de l'humour à l'érotisme, le cheval est l'animal le plus représenté. Simple hasard? Sûrement pas. Le cheval est devenu au cours des siècles l'outil et le compagnon de l'homme, que ce soit en ville, au champ, sur les routes ou dans les ports. Le cheval est inséparable des épisodes les plus spectaculaires de l'histoire humaine. En prêtant à l'homme sa taille, sa puissance et sa vitesse, il l'a hissé sur un piédestal. En retour, l'homme a glorifié le cheval, en lui témoignant un respect dont de nombreuses civilisations gardent encore la trace. Le cheval occupe donc dans la bande dessinée une place somme toute naturelle. Dès qu'on fait une bande historique, on est confronté à la présence du cheval, hein. À moins de faire que des scènes d'intérieur, c'est difficile. Alors le dessinateur qui est confronté à ça, il va devoir disons, étudier ce qu'est un cheval, quelle est sa morphologie, quelle est sa signature de profil, de face, dessus, dessous, tout, quoi. C'est un sacré boulot parce que c'est un animal complexe. Surpris là, il avait avancé d'un bon mètre pour prendre la balle plus tôt. Surprend par ce service extérieur. Sur les hauteurs du lac Léman, De Ribes imagine depuis plus de 30 ans, avec son complice, le scénariste André Job, les aventures de Yakari, un petit sioux, épris de liberté, curieux et avide de découvertes. Du haut de ses 9 ans, le petit Indien possède un don exceptionnel, celui de comprendre et parler le langage de tous les animaux. On s'est dit avec André que ce serait sympa d'en faire un personnage qui a un privilège, c'est le contact avec les animaux. Et comme tous les enfants rêveraient, et il y en a beaucoup qui parlent avec les animaux ne répondent pas forcément, quoique on ne sait jamais. Et donc c'est ça qui nous séduisait dans cette idée. Pour Yakari, Petit Tonnerre est essentiel, beaucoup plus qu'un autre animal. C'est très important qu'ils soient toujours ensemble, ils s'ennuient quand ils ne sont pas l'un avec l'autre. Quand l'un a une difficulté, l'autre s'inquiète très vite. Donc c'est vraiment des rapports extrêmement forts entre eux. Ils fonctionnent en couple. Aussi bien André que moi, on aime beaucoup les chevaux. Et on s'est dit que c'était intéressant de parler de l'esprit des chevaux et de faire une espèce d'épreuve initiatique de Petit Tonnerre qui subit en fait les 4 éléments et qui doit sortir vainqueur d'épreuves particulières pour devenir un poney à part entière. Et c'est ce qu'il va vivre et il va garder ça en secret.
J'avais vraiment envie qu'on fasse cet album avec André parce que d'abord moi ça me permettait de dessiner des chevaux à chaque page et de faire même d'en faire les personnages principaux et de donner une force à Petit Tonnerre qu'il établit après dans la hiérarchie comme un personnage vraiment à part entière. Il est presque aussi important qu'Yakari. Ah ouais, c'est terrible. Il y en a cette année, là. Voilà la Bibi. Ouais, il y a beaucoup de mouches. Ah ouais. T'as vu. Alors elle, c'est celle qui a fait... Un Kuba. Ah bah c'est Céola qui se cache là-bas derrière. Ouais. Le premier cheval nez percé d'Europe. Ah, c'est lui. Et puis lui, c'est Akuba, c'est le C'est le deuxième deuxième. cheval nez percé d'Europe. Alors il nous a fait une couleur Ah, dis donc. extraordinaire. Original, hein. Palomino comme Ouais, ça. chou, hein. Alors puis il est très sociable, il est né au mois de décembre. Alors, c'est pour ça que je l'ai appelé Akuba, parce qu'Akuba c'est le cheval blanc japonais. Il est né dans la neige. Ah, voilà, bien sûr. Super. Hein. Alors voilà quoi. Puis tu vois que c'est très sociable. Ah oui. Puis voilà Céola qui arrive, Ah, voilà. Premier Ça, c'est cheval le nez premier percé cheval nez percé d'Europe. d'Europe. né en Europe. Ouais. Salut, toi. Donc enregistré par les Indiens nez percés. Ouais, ouais. Alors bon, elle n'a pas pris de couleur, elle est venue toute noire. Donc c'est ce qu'ils appellent solid color, mais Ouais. ça fait rien. Et il n'y a pas de problème entre eux. Ils sont bien non. acceptés, les poulains, rien du tout. Parce que toi, au lieu de faire comme on a l'habitude de voir l'élevage où ils mettent que des poulains du même âge entre eux, Oui, oui, là, c'est toutes les générations. voilà. Ouais. Il y a la grand-mère Colidam, Ouais. alors Elle fait Elle les drille. Elle les drille, ah ouais. c'est mieux de mettre des vieux, des Oui, jeunes, oui, de oui, tous ils âges. apprennent. Et puis Ouais. comme ça, ils apprennent. Uh-huh. Mais Colida, elle fait la discipline. Ah ouais, ça c'est Ouais. sûr. Ça c'est sûr. C'est marrant. C'est elle alors vraiment qui gère tous ces petits jeunes Ouais, là, ouais. qui leur apprend les bonnes manières. Ça, c'est génial. Quand j'étais petit, j'ai lu un bouquin, ça s'appelait Yakari. Et puis après, il y a eu un espèce de trappeur à tout barbu poilu qui s'appelait Buddy Longway. Puis après, il y a eu Jeremiah Johnson, etc. Donc on a été baigné depuis tout petit dans ces histoires-là. C'est de sa faute à lui, quoi. Cycliquement, on parle de chevaux. Il y a eu le secret de Petit Tonnerre, le premier galop. Puis là, on s'est dit, on va faire un truc sur les Appaloosa. Parce que justement, il y avait ce côté très original lié à l'histoire indienne et aux chevaux, avec des robes très particulières, ce qui fait que graphiquement, c'était amusant de faire ça. Yakari propose à l'inconscient du jeune lecteur une image complexe mais positive de la vie. La relation avec le cheval est basée sur le respect de l'animal et une complicité forte entre le cavalier et sa monture est développée. Pour le dessinateur, exprimer ce qu'il ressent et ce qui l'anime nécessite une grande maîtrise de son crayon. J'ai commencé à dessiner des chevaux d'après nature très jeune. Et ça m'a aidé au début, c'était épouvantable. Mais petit à petit, j'ai réussi à acquérir quelque chose. Et quand les premiers traités d'académie sont venus, ça m'a bien aidé. Puis j'avais des écorchés aussi par des grands noms de la sculpture. Et mon père m'avait acheté un cheval sculpté. Et je l'ai beaucoup dessiné comme ça directement, d'après nature. Ce qui m'a donné une maîtrise. Et quand j'ai commencé à faire de la BD, c'était déjà ce que je dessinais le plus facilement, c'était les chevaux. C'est tous des éléments qui vont jouer un rôle prépondérant pour la crédibilité d'une histoire. Et si tu les maîtrises pas, c'est partie difficile à gagner après. Il faut regarder, il y a des manuels où on apprend à voir comment les membres se placent sur tel mouvement de galop. Ils ne galopent pas à droite et à gauche de la même manière, suivant le... Voilà, il va aussi changer de pied s'il change de direction, donc tout ça, ça se ressent. Il trouve son équilibre à l'extérieur ou à l'intérieur du cercle, il va se placer plus ou moins. S'il s'incline trop, la tête va rééquilibrer en se plaçant vers l'extérieur, ou l'inverse. Tout ça, ça compte, c'est vrai que ça joue. On a
a compris comment dessiner un cheval le jour où on a inventé la photo. Hein. C'est net. Il y a les peintres avant et ceux après, quoi. Et jusqu'au 19e, quand ils faisaient des allures, c'était très... voilà, comme un lévrier, c'est ça. Les quatre membres en l'air, enfin, il y a un côté un peu comme ça pour leur donner une espèce d'impression de vitesse. C'est vrai que le galop du cheval est impossible à l'œil nu de le découvrir. Et les peintres, ces grands peintres des batailles napoléoniennes, ils ont travaillé vraiment avec la photo. Et là, c'est parfait, quoi. On retrouve des chevaux en mouvement avec une action forte et tout. Et on retrouve la même chose dans les peintres western comme Remington ou Russell ou tous ces gens-là, quoi. La représentation graphique d'un cheval au galop a laissé perplexe bien des artistes. En 1872, le photographe anglais Edward Muybridge plaça une série d'appareils photographiques le long de la trajectoire d'un cheval. Pour reconstituer le mouvement de l'animal, Muybridge plaça ensuite ses photographies dans un cylindre qu'il tourna à haute vitesse. L'idée du mouvement reconstitué était née. C'est tellement esthétique un cheval que tout ce qui est très esthétique est difficile à dessiner. Les proportions entre la tête, l'encolure, et le cheval porte sa tête de différentes manières en fonction de ses différentes attitudes. Il n'a pas la même position de tête au pas, au trot et au galop. Donc tout ça, si on ne le sait pas, c'est très compliqué à gérer. Et sur des photos, c'est des instantanés et c'est pas toujours évident d'utiliser un document dans une BD si tu ne l'adaptes pas à la situation voulue. Donc tous ces petits problèmes font que c'est délicat. Quand tu dessines une voiture, tu peux prendre une photo puis la reproduire telle qu'elle, tu n'auras pas de mauvaise surprise. Tandis que si le cheval n'est pas dans l'attitude qui correspond à ce que tu veux, tu vas faire un dessin et qui ne correspondra pas du tout à ça. De tous les chevaux de bande dessinée, le plus célèbre est Jolly Jumper. Lorsque Maurice réalise en 1946 la première histoire de Lucky Luke, il est encore un jeune dessinateur fasciné par Walt Disney, et son graphisme en est profondément imprégné. Quelques années et albums plus tard, la rencontre avec René Goscinny permet à ce western humoristique de devenir l'un des plus grands classiques de la bande dessinée. La plupart des grands héros survivent à leur créateur. C'est ainsi que Lucky Luke poursuit désormais ses aventures sous la plume de Laurent Gérard et le crayon d'HD. Quand on regarde donc les chevaux de Maurice, on s'aperçoit que très vite on rentre dans un graphisme qui est précis. Et Maurice a tout de suite cerné les allures qui étaient belles graphiquement et a éliminé très vite les allures inutiles. Donc soit le cheval est regroupé, soit le cheval est complètement dégroupé en pleine extension. Tout va se jouer finalement sur le port de tête et le port de cou. Et il a joué sur une dizaine d'incidences qu'il a répétées dans chacune des allures et après il a fait tourner la caméra autour. Voilà, donc à partir de là ça donne une diversité. Mais finalement, il a pris ce qui était de meilleur. En plus d'une morphologie générale particulière, et c'est là où on rentre dans la vraie difficulté, c'est les différences entre races de chevaux et même entre chevaux. Vous voyez, c'est rare les dessinateurs qui sont capables de dessiner différentes races d'une façon consciente. Quand tu montres des photos de chevaux à des gens qui n'y connaissent rien, ils seraient capables de dire si c'est un Allemand, un Français ou un pur sang arabe. Peut-être le pur sang arabe un peu plus parce qu'il a des longs crins blancs et qu'en général les pur sang arabes sont plutôt blancs. Mais autrement, c'est très difficile de différencier. Je pense que tous les dessinateurs qui ont eu l'occasion de monter à cheval ont un avantage par rapport aux autres d'avoir senti comment un cheval se mouvait. Parce que quand tu mets un cheval au galop, justement, tu lui donnes un ordre et le cheval réagit, tu sens ça, tu sens qu'il est appuyé sur telle patte, quel autre va toucher en premier, et tout ça, ça aide après énormément pour le dessin. Parce que le public, même s'il ne sait pas dessiner, il se rend compte si c'est bien ou pas bien dessiné. Et c'est de là que vient toute la difficulté.
À part des gens qui sont hyper doués, par exemple Giraud qui est particulièrement doué, et lui arrive à dessiner correctement des chevaux, je crois qu'il ne montait pas à cheval, mais il y en a très peu d'autres qui sont capables de le faire. Les difficultés techniques maîtrisées, le dessinateur peut alors consacrer son talent au service de son projet. Ancien jockey professionnel, Frantz consacra beaucoup de son temps et de son affection aux chevaux. Ses scénarios s'imprègnent tout naturellement de ses passions, les champs de course, les terres lointaines et l'aventure. Éternels apatrides, ses héros voyagent de l'Afghanistan au Nouveau Monde, en passant par les steppes mongoles, le Pendjab et l'Irlande. Pour Frantz, ce qui compte, c'est l'émotion, les sentiments véhiculés par les images, la vraisemblance de l'histoire. Doué d'une force de travail qui n'avait d'égal que son imagination, Frantz disparut avant d'avoir achevé le dernier album de Poupées d'ivoire. Les 7 dernières planches furent dessinées par Michel Faure, un auteur discret qui, au début des années 80, illustra les aventures de l'étalon noir puis de Crin blanc. Lui aussi cavalier et grand connaisseur des chevaux, Michel Faure a le souci de l'exactitude du détail, du réalisme extrême, toujours au service d'une histoire. Moi, pour ne pas me tromper, j'essaie de calquer la réalité et de l'approcher le plus possible. Sans trop la déformer caricaturalement ou à faire des perspectives exagérées ou faire des effets vision. J'essaie de me cantonner dans ce qui est plausible, qui pourrait se passer en réalité. Il a fait des scènes là dans Le Fils de l'Aigle où tu as une charge, notamment ici, où il y a une page particulière, avec justement là, il y a des chevaux arabes. Et les chevaux arabes, on les reconnaît bien, c'est-à-dire qu'il a certainement eu de la documentation parce que dans des détails de port de l'oreille, de la crinière et de la queue, un cheval mis sang français ne porte pas la queue de la même manière qu'un pur sang arabe ou qu'un cheval barbe, qui sont de la même origine. Et là, on voit très bien la différence entre ces chevaux arabes et ensuite les chevaux de l'armée, qui sont des chevaux, il les dessine différemment. Donc il a été loin au niveau de la recherche et de la documentation pour être crédible. Et c'est du beau spectacle, hein, j'entends. Les chevaux et les hommes ne furent pas épargnés au cours des batailles de la guerre de sécession américaine. Pourtant, le caporal Blutch et sa jument Arabesque ont une technique toute particulière pour échapper à chaque fois à un destin plus tragique. À travers des histoires pleines de rire et d'action, Les Tuniques Bleues offrent une critique acerbe des absurdités de la guerre et du militarisme obtus. Ce qui fait la force de cette série, c'est faire un album antimilitariste dont les 2 héros sont 2 militaires. Ça, c'est quelque chose d'assez extraordinaire. Moi, je sais que quand on voit des scènes de guerre, on voit un cheval qui tente de se relever, qui est tremblant, ou un cheval qui est couché, on est quand même assez touché. Je pense que tout cavalier ou tout amoureux du cheval réagira comme ça. On est touché et là, on est sensibilisé sur l'horreur de la guerre. C'est le cheval qui va faire ressortir chez le lecteur une vision plus sérieuse d'une série qui n'apparaît pas sérieuse, quoi, qui réellement, au premier degré, est une vaste loufoquerie. Au deuxième degré, bien évidemment, il y a un côté plus sérieux qui est plus dramatique. On parle de gens qui s'entretuent.
Comment j'y arrive, je ne sais pas. Je ne connais pas les mouvements du cheval parce que je ne les ai jamais regardés. Je ne m'y intéresse que très peu. J'ai des photos, j'ai beaucoup de photos quand même. Hein. C'est peut-être ça qu'inconsciemment je suis parvenu à les dessiner, mais je crois que j'ai trouvé un système pour les dessiner comme Maurice devait l'avoir avec Jolly Jumper. Vous voyez cet homme qui vient vers vous, cet homme incroyablement habile aux armes, ce cavalier accompli, cet homme aussi à l'aise sur une selle que vous dans un fauteuil, cet homme enfin qui ne serait qu'un pauvre cow-boy solitaire, loin de son foyer s'il n'avait pas son cheval. Son cheval, son fidèle compagnon, son ami animal extraordinaire, connaissant toutes les façons de franchir un canyon. Son cheval qu'il est dans toutes circonstances, enfin ça. Dans Jesse James, là, la présentation qui est faite en quelques cases, c'est vraiment ce qui pourrait être la préface de toutes les aventures de Lucky Luke ou même du numéro 1. Et là, vraiment, la présentation, la définition de ce portrait type de Lucky Luke se fait à travers Jolly Jumper. Jolly Jumper est à Lucky Luke ce que Astérix est à Obélix et inversement. Non seulement il pense, il s'exprime de façon très intelligente, il est plus intelligent que l'ensemble des protagonistes, il a la phrase juste, et en plus, il est totalement surdoué, mais d'une façon qui n'est pas réaliste. Jolly Jumper va devenir le cheval le plus intelligent de l'Ouest. Jolly Jumper, parfois, même a un rôle qui, s'il ne supplante pas celui de Lucky Luke, le met très en relief. À partir de là, il va y avoir tout au long de l'œuvre toute une série de gags qui mettent en évidence le brio de Jolly Jumper. La fameuse partie d'échecs. Il sait compter, il sait monter aux arbres, il sait cuisiner, il sait faire le ménage. Le gag Jolly Jumper, il est là. Il est dans, tout d'un coup, ces interventions, ces éclairs d'intelligence. Goscinny et Maurice vont en quelque sorte traiter le couple Lucky Luke Jolly Jumper comme si Jolly Jumper était un personnage humain. Sa force, justement, au départ, c'était d'être capable d'en faire un espèce de clown, de Jolly Jumper, et il restait un cheval. Et ça, c'est très fort, hein? C'est pas facile de dessiner un cheval qui grimpe aux arbres. C'est un exercice périlleux, au sens propre et au sens figuré. Il sait les dessiner, ils sont justes dans leurs attitudes, ils sont justes dans la manière de galoper et tout. C'est un précurseur dans la manière d'avoir dessiné des chevaux. Je suis sûr qu'il y a beaucoup plus de gens qu'on imagine qui se sont inspirés des dessins de Maurice pour faire des chevaux en humoristique. Contemporain de Maurice, André Franquin, le créateur du marsupilami, a traqué le mouvement à travers la vivacité de nombreux animaux. Dans Spirou et Fantasio, puis dans Gaston Lagaffe, son graphisme oscillant entre réalisme et caricature apporte un sens du gag rarement égalé. Sauf par Albert Uderzo, passé maître lui aussi dans le trait d'humour. Pour qu'un cheval caricaturé soit pas ridicule, au-delà du ridicule que ce qu'on veut faire passer et que le dessin soit complètement raté, il faut connaître le cheval et il faut être très habile. Hein. Ce qui est le cas et de Maurice et d'Uderzo. Dans Papa, il y a des scènes avec les chevaux qui sont extraordinaires. Et je pense pas qu'Uderzo, il est certainement pas cavalier, mais il est très habile dans la manière d'aborder le cheval. C'est un des deux dessinateurs avec Maurice qui est capable de caricaturer un cheval et qui reste totalement un cheval. En 1970, dans les pages de Pif Gadget, Jean-Marie Poirier pousse la caricature à l'extrême en créant Horace, le cheval de l'Ouest. C'était vraiment une caricature vraiment excessivement complète, dans le sens que c'était un cheval qui était toujours à l'amble, donc il marchait comme un dromadaire. Là, réellement, il y avait un dialogue entre le cheval et le cow-boy. Et là, ce qui était assez amusant, c'est que les situations n'avaient rien à voir avec l'Ouest. Parce que franchement, on avait mis dans l'Ouest deux personnages qui auraient pu être croisés au coin de la rue. D'abord, le titre, c'était Horace.
C'était donc le cheval le principal. Donc ça, c'était déjà la première fois qu'on voyait ça. C'est pas le cow-boy qui était le principe, c'était le cheval. Donc déjà, ça pouvait pas être un western. Bon, c'est pas un vrai western puisque c'est le cheval. Et surtout, il y avait un côté philosophe qui était excessivement drôle. J'ai appris plus tard que Poirier était toujours en doute sur sa série parce qu'il avait un complexe du dessin lorsque... Non, ça marchait comme ça fonctionnait comme ça, il aurait eu un dessin très élaboré, ça n'aurait pas fonctionné mieux que ça. Cette vision totalement décalée du Far West est bien loin du western hollywoodien des années 40 et 50. Chevauchant les grands espaces mythiques de l'Ouest américain, les personnages de western dessinés arborent la virilité des héros de cinéma dont ils s'inspirent. Si on regarde bien le western au cinéma, il a toujours été extrêmement relié à l'actualité. Et, par exemple, le western des années 50 n'a rien à voir avec le western des années 40 ou le western des années 60, 70. Dans le western tel qu'il se faisait à l'époque, le problème était de nourrir les masses américaines en archétypes, en métaphores, qui, tout en permettant l'identification avec l'origine, permettait de mettre sur le tapis des problèmes contemporains sur l'étranger, sur la confrontation nord-sud, est-ouest, enfin, vous voyez, les problèmes moraux, la loi, qu'est-ce que la loi, qu'est-ce que la délinquance, qu'est-ce que c'est que les rapports père-fils, la transmission de l'héritage. Mettre ça dans le contexte d'un ranch ou d'un fort assiégé par les Indiens, ça permettait de comprendre son propre parent, parce que son propre père a été confronté à lui, un père qui lui était confronté à ce problème-là. Tout ça, en fait, est d'une complexité au niveau psychique qui est énorme, mais c'était vécu et c'était fait dans une grande brutalité, une grande simplicité. René Goscinny est un fou de cinéma. C'est un grand admirateur de John Ford, même de John Wayne. Il a vu, je crois, 15 ou 20 fois La Chevauchée Fantastique. Nombre des albums de Lucky Luke sont directement inspirés par le cinéma, les westerns. Ce sont des parodies. Il y a des références cinématographiques tout le temps. Donc c'est une occasion, en quelque sorte, pour Goscinny, de transposer cet univers du cinéma, du western, dans la bande dessinée. Comme tout créatif, on se représente mentalement l'image que l'on va avoir. Généralement, j'ai une image de film, une image arrêtée. Je revois toujours le générique de Zorro. On retrouve ça aussi dans John Ford. Quand on avait des chevaux qui galopaient, qu'il y avait une poursuite, on avait le cavalier qui fouettait les chevaux, qui se retournait en regardant les Indiens, et on avait toujours la tête des chevaux qui faisait comme ça, et on sentait, c'était du gros plan. Alors c'était la tête des chevaux, les pas des chevaux, la poussière, le gars qui retournait, bang bang, les Indiens qui arrivaient, et ainsi de suite. Parce qu'au fond, dans le western, pour une œuvre intéressante, il y en avait 5 qui étaient chiantes comme la mort, où il y avait tous les clichés de la réactionnaire américain qu'on avalait sans même s'en rendre compte. Mais on était trop addict au fétichisme du chapeau à large bord, des colts à la ceinture, des chevaux, des paysages. Ça suffisait au bonheur. Dès qu'il y avait le générique avec les musiques et puis le cheval qui arrive, ça y est, on était en état d'hypnose. Pour Joseph Gillin, plus connu sous le nom de JG, le western est une histoire simple, élémentaire, comme un récit de chevalerie. Les grands espaces, les chevaux, les Indiens, la lutte pour la survie. Au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, JG est le chef de file d'une école qui va révolutionner la bande dessinée. C'est assez proche de Tintin, Hergé, de toute une tradition de la bande dessinée qui est une sorte de logo animé où le personnage principal est une abstraction reconnaissable d'une série sur l'autre, sans mémoire, où la réalité est injectée à dose homéopathique, mais où le romanesque est roi. Un romanesque complètement déconnecté de l'aspect trivial du réel. Joseph, dans la bande dessinée, perfectionne cet aspect feuilletonesque tout en injectant le maximum de réalisme
par rapport au contexte minéral, végétal, de l'exactitude topologique, de la documentation, de tous ce qu'on appelle au cinéma les props, c'est-à-dire les objets usuels qui entourent tous les personnages. Et alors évidemment aussi avec un grand souci de réalisme sur la lumière, sur l'ombre, sur la perspective, sur la qualité du dessin, sur la vie qui est insufflée à la moindre représentation. Vous savez, au niveau des plis des vêtements, selon que c'est du cuir ou de la laine. Alors ça, il y a vraiment un grand art là. Tout ce qui est grands espaces, chevaux qui galopent et tout ça, il maîtrisait ça d'une manière extraordinaire et il nous donnait l'envie et le goût des grands espaces d'une manière extrêmement forte. Golden Creek, c'est mythique, hein. C'est à la base de ma carrière et je pense à la base de la carrière de pas mal de dessinateurs comme Herman, comme Giraud et d'autres. Cette couverture est fabuleuse, elle a marqué toute une génération et là-dedans il y a des pages extraordinaires qui m'ont donné envie de faire de la bande dessinée, de dessiner des chevaux. Et il y a des pages particulièrement fortes au niveau de ces chevaux qui me font encore rêver aujourd'hui. Le cheval n'est pas simplement un moyen de transport, mais c'est un compagnon et qui joue un rôle très important et qu'on retrouve d'ailleurs dans plusieurs albums. Ruby sauve Jerry Spring souvent, Jerry Spring sauve Ruby, il y a Happy Chiquito et Pancho, il y a vraiment une relation très particulière qu'on retrouve extrêmement rarement en bande dessinée. Et ce qui est particulier avec J.G., c'est qu'il n'était pas cavalier, donc il avait perçu cette relation-là bien en avance sur son temps. Le style de J.G. a évolué, il y a une évolution graphique et je pense qu'il y a une volonté de J.G. d'avoir fait évoluer son personnage en disant qu'avant c'était trop gnangnan et il s'est rendu compte qu'il pouvait rendre un côté plus réaliste et plus western en chargeant plus Jerry Spring, en le rendant plus viril, quoi. Bien sûr, c'est le cinéma hollywoodien qui suffit, j'ai perdu au moment de l'authenticité. Les armes ne se portaient pas de cette manière-là, sur la cuisse, sur le côté. Il y avait des duels à la rue, ça se passait pas du tout. Ils se tiraient plutôt dans le dos, ils essayaient de se zigouiller, comme ça, sans prévenir l'autre. Il y avait beaucoup moins d'élégance. Donc, je ne pourrais pas moi-même imaginer réinventer une histoire telle que celle que Greg m'a inventée. Ça va directement du cinéma, c'est du John Wayne à l'époque de Rio Bravo et tout ça, des films que je déteste, où les chevaux seuls sont intelligents. Je ne supporte pas ce genre de choses.
Il a fallu des gens comme Peckinpah ou comme les derniers, ou même Léon, pour d'un seul coup nous réveiller. Il dit hop, ça y est, c'est un peu comme les hypnotiseurs de musical qui font ça. Et ça y est, vous pouvez vous réveiller maintenant et rejoindre votre place. Et c'était exactement ce qui s'est passé avec le western. Peckinpah est arrivé avec Léon et tous les deux sont en stéréo et hop, on s'est réveillés. Alors que le mythe s'effrite outre-Atlantique, la représentation du western en bande dessinée prend un nouveau tournant avec l'apparition de Blueberry. Les aventures du héros imaginées par Jean Giraud et Jean-Michel Charlier vont petit à petit suivre les codes du western spaghetti, qui inspire désormais toutes les séries du genre. Je pense que Charlier était un fervent admirateur de John Ford et qu'il s'est laissé inspirer par pas mal de scènes de tout ce cinéma américain d'avant le western spaghetti, et qu'après, moi je me demande si c'est pas un petit peu Giraud qui l'a poussé à devenir un peu western spaghetti, parce que Giraud étant plus jeune, et lui, ayant vécu au Mexique et en Amérique, avait peut-être une vision beaucoup plus critique de l'Amérique. J'étais un très bon représentant de tout un courant transgressif, gauchisant plutôt que gauchiste, anarchisant plutôt qu'anarchiste, et puis très avide d'expérimentation, de théories nouvelles, de comportements en rupture, etc. Et tout ça, évidemment, avait une répercussion dans mon dessin, dans mon graphisme, tout en se mariant avec le goût que j'avais pris de Joseph Gillin, de la référence classique, de la rigueur, même si je ne le suivais pas complètement, ça faisait partie de mon bagage, du goût pour la documentation précise, pour la référence exacte, etc. Tout ce mélange de transgressif, d'académique chez moi, avec le côté documentaire presque de Jean-Michel Charlier et feuilletonesque, mais dans le sens littéraire. Cette alliance a donné à Blueberry d'abord une épaisseur de référence et ensuite une vie, parce que c'était vraiment une façon de fonctionner qui crée de l'énergie comme quand on fait une pile. Voyez. Et le courant qui était créé par cette pile, c'était Blueberry. Donc là, il y a une énergie concentrée dans les premiers Blueberry qui est très visuelle et très forte, et où Charlier, lui, c'est aussi un très grand scénariste qui, à mon avis, atteint son apogée dans les deux titres, La mine de l'Allemand perdu et Le spectre au bal d'or, qui, je crois, tout le monde le reconnaît, est un chef-d'œuvre. Et là, graphiquement, Giraud atteint aussi une plénitude et on sent un plaisir de soutenir une histoire forte et bien raconté, et il a réussi à utiliser ce qu'il a appris avec J.G. et de le conserver avec son style qui est devenu de plus en plus personnel. Et il y a des pages là-dedans qui sont vraiment magnifiques. Il y a cette harmonie du dessin, du plaisir du dessin, de la rigueur de l'histoire, du dessin au service du scénario. Et on ne peut pas faire beaucoup mieux que ce qu'il a fait dans toutes ces pages-là. Et puisqu'on en est à Chevaux particulièrement, dans des attitudes très délicates, où il y a un cheval qui tombe et qui fait ce qu'on appelle un soleil, c'est très difficile à dessiner. Et dessiner par exemple un cheval mort, c'est pas facile non plus, et il le rend particulièrement bien. Quand je suis acheté pilote, j'ouvrais pour Blueberry. Le dessin de Giraud est magique, il est éblouissant. Il retransmet un univers immédiatement, enfin on y est quoi. Moi ce que j'aime dans le réalisme, c'est quand on y est quoi. J'ai toujours aimé ça, j'aime être dans une image et puis voyager dedans quoi, y rentrer quoi.
Oui, ben c'est Belmondo au départ, puisqu'il s'en est inspiré. Et Belmondo est une espèce de révolution du cinéma aussi. C'est pas le beau mec, qui quand même il a le nez cassé parce qu'il a fait de la boxe, etc. Donc Giraud est de la génération Belmondo. Donc tout ça, à mon avis, se tient assez bien. Hein. Tandis que J.G. est de la génération John Wayne avec Errol Flynn et d'autres, et donc ils étaient plus propres sur eux parce que c'était normal à ce moment-là. Donc je crois qu'on colle plus ou moins à la réalité, mais par exemple ils n'ont pas pris le côté redfordien de Jeremiah Johnson que moi j'ai pris avec Buddy et que Blanc-Dumont a aussi un petit peu pris avec Jonathan Cartland. Donc là il y a deux influences différentes du cinéma américain. Dans ces années 70, le western en bande dessinée voit naître un nouveau type de héros, le trappeur. Les scénarios dévoilent une nouvelle facette de la conquête de l'Ouest à travers l'errance de personnages à la psychologie complexe. L'authenticité, l'émotion et le lyrisme sont désormais privilégiés. Très propre, hein, ma fille. Hein. L'univers de l'Ouest, c'est peut-être ça aussi qui m'a plu, c'est que tout est possible. Tout est possible et toutes les aventures humaines sont possibles. On peut imaginer le truc le plus fou, on va toujours tomber, quand on relit l'histoire américaine, de choses qui ont pu se passer. Les drames sont extrêmes, tout peut être extrême, mais avec beaucoup d'intensité. Et puis déjà, il faut forcément des gens qui ont un tempérament fort, parce que surtout cette époque-là, la nature est omniprésente et il faut survivre. C'est aussi une question de survie. Ce qui vraiment m'a donné un choc énorme, c'est quelques films en fait qui ont correspondu un peu à la fin de la guerre du Vietnam. Enfin, on a retrouvé quand on voyait un film comme Little Big Man qui était vraiment très important pour moi. Il y a eu Jeremiah Johnson, il y a eu une série de films à ce moment-là où l'Indien était très présent, la nature était très présente, une autre façon de raconter l'aventure humaine, une autre vision aussi du présent, parce qu'en fait, quand on parle du passé, c'est toujours le reflet du présent. Ce qui m'intéressait, c'est d'en faire un personnage solitaire, et avec un passé difficile et qu'il avait du mal à oublier. Et puis, il était acteur, mais il était aussi témoin d'une époque. Et je voulais aussi parler de la civilisation indienne, de la culture indienne, mais de l'époque, mais je voulais pas faire l'histoire d'un Indien. Ce qui m'intéressait, c'était la vision d'un blanc, j'allais presque dire d'un Européen, enfin de la culture européenne, dans cet univers. Dans le fantastique, c'est la religion indienne qui m'intéressait, c'est leur vision du monde, qui était toujours réinterprétée, quoi. Donc on admettait dès le départ dans le scénario qu'il peut y avoir aussi une autre lecture, c'est-à-dire du côté de l'Indien, c'est-à-dire qu'on admettait systématiquement, pour nous c'est du fantastique, mais pour eux c'est leur croyance, quoi. Quand un Indien fait une quête de vision,
il n'y a pas de dogme, c'est-à-dire qu'il peut recevoir une vision d'un aigle, d'un bison, de l'esprit du tonnerre, etc. Et il sera respecté par les siens, même si c'est une voie totalement différente des autres. Ce qui, aujourd'hui, n'est pas le cas dans nos religions. Je dirais instinctivement, les Indiens, ils laissent vivre les autres. Il n'y a pas de projet à long terme. Ils vivent leur vie au quotidien, au jour le jour. Il n'y a pas de propriété à acquérir, il n'y a pas d'argent à accumuler. Il n'y avait pas d'argent chez les Indiens, c'était tout du troc à l'époque, avant que les Blancs n'interviennent. Les réponses à nos questions, on ne les trouvera pas dans l'argent ou dans le pouvoir, on les trouvera dans la vie, dans une étude de soi-même, au quotidien, dans l'environnement, en étant l'écoute de ce qui se passe autour de soi. Tandis qu'avec cette espèce de folie, de course à la réussite, on ne s'écoute même plus. Je n'ai jamais eu envie de détruire le mythe. J'ai envie d'être réaliste par rapport à ce que sont les Indiens. Notamment dans Red Road, on voit des Indiens qui sont alcooliques et violents. Et c'est pour être cohérent avec la réalité. Et dans Buddy, il y a aussi des Indiens qui sont pas gentils. Mais l'esprit indien, ma perception du monde indien reste toujours très positive. Je pense qu'ils ont une manière de percevoir le monde qui me convient bien. C'est-à-dire qu'ils savent qu'il faudra bien un jour qu'on fasse un retour à la nature, qu'on se préoccupe vraiment de la planète, que la planète était là avant nous, et elle sera peut-être même là, je l'espère, même après nous, et qu'on n'a pas le droit de faire n'importe quoi avec, et qu'il y a une forme de sérénité qui peut venir quand on prend le temps de vivre dans la nature, en étant à l'écoute des variations des saisons, quand on est avec des animaux. Les Indiens vivent en pleine nature de toute façon. Au fur et à mesure des années et des albums, la famille de Buddy Longway s'agrandit et les personnages vieillissent. Le récit évoque un long apprentissage de l'existence, dans un milieu naturel parfois difficile avec les animaux, mais aussi les autres hommes et les passions qui les agitent. La violence, la haine, la déchéance, le racisme, la guerre et même la mort traversent une saga profondément humaniste où le bonheur est toujours en construction. La mort fait partie de la vie, et dans notre civilisation, on n'en tient pas tellement compte. Dans d'autres civilisations comme les Indiens ou les aborigènes ou chez les Noirs, la mort fait partie intégrante de la vie. Les enfants sont élevés avec les grands-parents, donc ils voient mourir leurs grands-parents, voire leurs parents. Et nous, pas. Nous, on fait comme si ça n'existait pas. Donc, avec les animaux, il n'y a aucune raison de ne pas le faire non plus. Moi, j'ai eu des chevaux que j'ai dû faire abattre parce qu'ils étaient malades. Et donc, j'ai vécu ce moment de séparation avec eux, et tout ça enrichit la vie. C'est-à-dire qu'il ne faut pas croire que la mort est une déchirure absolue et qu'on s'en remet pas. On se remet du départ de quelqu'un et on s'enrichit de ce qu'on a vécu avec lui. Si on se donne la peine de laisser passer la peine, justement, et de voir ce qui reste, on porte en soi l'expérience qu'on a partagée, et je pense qu'il y a de la place pour toutes ces choses-là. Dans Regarde au-dessus des nuages, c'est un petit peu ça. C'est quelqu'un qui a retrouvé un équilibre après des douleurs vécues par la perte des siens, et qui retrouve dans les chevaux
une forme de respect et de respect mutuel qui lui redonne le goût de la vie. Donc je voulais faire partager ça à ceux qui lisent les albums. C'est un peu ce que j'ai vécu moi-même. J'ai à peu près 30 ans de monte, et quand j'ai découvert que j'aurais pu avoir une autre manière de les percevoir, ça m'a beaucoup touché, ça m'a beaucoup interpellé. Et c'est ce que j'ai voulu faire vivre à Buddy. Je pense qu'on peut se tromper toute sa vie. Je suis persuadé qu'il y a des cavaliers aujourd'hui qui pensent être des très grands cavaliers et qui n'ont pas compris ce rapport-là. Je pense que tu es d'accord avec moi. Tu as plus d'expérience que moi dans ce domaine-là. Mais je suis persuadé qu'il y a des gens qui passent à côté, qui se forcent encore aujourd'hui en fonction de ce qu'ils ont appris et d'être durs avec le cheval parce qu'il n'y a pas d'autre solution à leurs yeux. Et il y a d'autres solutions. Donc je pense qu'il n'est jamais trop tard pour se remettre en question. Donc Buddy ressent plusieurs choses, hein. Avant, il a vécu aussi, comme tout le monde, en opposition. Et sa rencontre avec Regarde au-dessus des nuages lui amène une nouvelle perception du monde des chevaux. Et il découvre qu'en fait, il peut se développer d'autres rapports que ceux qu'il avait connus jusqu'alors. Sous les crayons du dessinateur s'expriment toutes les tendances, les rêves et désirs d'un temps. Par son dessin, l'artiste entretient le lien particulier unissant l'homme au cheval. Asservi au cours des siècles, l'animal retrouve une liberté sur le papier, et sa représentation graphique en bande dessinée nous interroge. L'homme aurait-il encore à apprendre du cheval ?